Bonjour, je suis Vanina Géré, critique d'art. J'enseigne à la Villa Arson, d'où je vous parle. Bienvenue à la causerie, une lesbienne parle à une lesbienne. Aujourd'hui, j'ai la joie de discuter avec Fatima Das, autrice de La Petite Dernière, parue en 2020 et adaptée au cinéma par Afsia Herzi, et de Jouer le jeu, paru en 2025 aux éditions de l'Olivier. Fatima, bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour Vanina, ça va très bien. Merci de me recevoir, je suis très contente d'être ici. Avec plaisir. Ce que j'ai remarqué dans ton écriture, avec La Petite Dernière et avec Jouer le jeu, c'est que tu as une écriture qui est très dense, qui fonctionne beaucoup par ellipse. Et en fait, il y avait une question que je me posais, c'est qu'est-ce qui fait que tu vas choisir de développer une scène ou un événement et d'en condenser d'autres ? Parce que dans La Petite Dernière, tout était très très ramassé, très très condensé, avec une écriture très poétique. Et dans Jouer le jeu, on a l'impression qu'il y a des moments où tu as choisi d'un peu déplier et d'autres de resserrer, et qu'en fait tout aurait pu être très déplié dans un roman plus long, qui aurait presque pu devenir une espèce de roman réaliste en fait. Et donc t'as pas fait ce choix. Mais donc qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines choses qui vont être amplifiées et d'autres au contraire microscopiques presque ? C'est super intéressant. Je pense que pour jouer le jeu, déjà, c'est clair que j'avais envie que ce soit beaucoup plus lent dans la narration. J'avais envie d'y aller au fur et à mesure, tu vois, de vraiment déplier un temps lent de l'école, un temps long. Mais je pense que le choix de faire des ellipses à des moments, c'est parce que j'ai l'impression que ça raconte plus ce que j'ai envie de raconter que si je racontais d'autres scènes, tu vois. Comme si j'essayais d'aller, tu vois, par exemple, l'année de première, dans Jouer le jeu, on a 4-5 phrases. Et c'est voulu parce que j'avais envie qu'on sente que ce personnage-là, pendant son année de première, en fait, elle n'est plus elle-même, quoi. Et que le temps lent et long de son année de seconde et de son année de terminale, là, pour son année de première, c'est plus du tout le même, tu vois. Et du coup, ce choix, il repose sur le fait de voir un personnage s'éteindre et que son temps devient seulement un temps consacré à l'amour ou l'idée de l'amour qu'elle a pour sa professeure et ce que c'est que l'idée de réussir, quoi, la réussite sociale et de se consacrer entièrement à ça pendant l'année de première. Et donc, voilà, ce chapitre-là, si on peut dire que c'est un chapitre, en tout cas cette partie-là, c'est 3-4 phrases, il me semble. Et donc, ouais, j'ai l'impression que quand je décide de pas en faire des scènes ou de pas aller en profondeur sur ce qui aurait pu se passer, c'est parce que j'ai l'impression que ça raconte plus de raccourcir. C'est exactement à ce passage-là que je pensais. Et aussi, donc ça m'amène directement à cette question qui est le rapport aussi entre la parole et l'écriture. Parce que dans La Petite Dernière, il y a beaucoup d'allers-retours, il y a une relation forte sur la relation entre l'écrit et la parole. Dans Jouer le jeu aussi, mais j'avais pas trouvé de la même manière, au sens où j'avais l'impression que les allers-retours, c'était plutôt entre les différents statuts de l'écrit. Au début, on a le journal intime, qui va devenir en fait un exercice de rédaction, et qui va finalement devenir une lettre envoyée ou pas envoyée, on ne sait pas, à l'enseignante qui a pris de l'emprise sur l'héroïne Kaiden. Et donc en fait, je m'étais demandé... est-ce que la relation, là, elle est plutôt entre les différents statuts d'écriture ? Qu'est-ce qui fait que l'écriture se transforme et au moment où elle change d'adresse, en fait ? Et qu'est-ce qui fait qu'elle change d'adresse de son plein gré, vraiment, finalement ? Et aussi parce que tout au long du roman, tu déplies très bien plein de situations où la parole circule mal, où elle ne circule pas, et où donc l'écrit vient se substituer. Donc je pense par exemple au moment où il y a Samy et Kaiden qui parlent ensemble et elle lui écrit des textos qu'il lit et puis après il répond. Mais il y a aussi tous les moments où en fait, à cause du contexte d'enseignement très répressif, la parole des élèves, par exemple la parole de Jenna, elle va être bloquée par une enseignante qui ne veut surtout pas qu'elle mette en question les contradictions et le deux poids deux mesures de la laïcité à la française. Ou encore, je pense encore aussi à la scène où Madame Fontaine,
l'empêche de parler, empêche qu'il y ait un dialogue avec elle dans la salle des profs. Et je pense aussi au contexte où la parole est extrêmement contrôlée, qui est celui de l'oral de Sciences Po. Et donc, en fait, je me disais, c'est aussi un livre où... Et puis, tu cites quand même Marguerite Duras qui dit que écrire, je cite, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit. Donc, en fait, j'avais l'impression que là, la relation entre la parole et l'écrit, elle se complique encore plus, quoi. Et j'aurais bien aimé t'entendre là-dessus. Ouais, c'est trop intéressant. Merci de dire ça, c'est hyper complexe ce que tu dis. Et ça me... Ouais, je pense que pour moi, là, l'écriture dans ce roman, c'était comment redonner en quelque sorte un peu de pouvoir à ce personnage, quoi. Voilà, Kayden, on voit bien que c'est un personnage qui est hyper taiseux, qui observe beaucoup, qui dit jamais ce qu'elle ressent et tout, donc elle est beaucoup dans sa tête. Et l'écriture, c'est un espace dans lequel, en tout cas là je pense aux journaux qu'elle tient, enfin à son journal, et c'est l'espace dans lequel elle arrive à petit à petit comprendre ce qui se passe pour elle, ce qui se passe à l'école, ce qui se passe avec dans cette relation d'emprise, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans son corps, un corps qui change, etc. Et pour moi, c'est une manière de lui donner un espace à elle, quoi, tu vois. Et parce que la parole, c'est pas forcément ce qui lui va le mieux ou ce qui est le plus accessible pour elle. Alors que par exemple, le personnage de Jenna, tu disais, voilà, elle parle, elle dit, elle est hyper lucide sur ce qui se passe et elle y va. Même si sa parole est bloquée par des figures d'autorité, sa parole, elle est là, elle existe, et même si on refuse de l'entendre, elle existe quand même, quoi. Alors que Kayden, j'avais envie qu'elle ait un espace à elle, en dehors de l'emprise aussi, ça pour moi c'est très important, et je pense que c'est pour ça qu'il y a la lettre à la fin, j'ai beaucoup hésité à l'inclure. Mais tout le long, j'étais en mode « Ah, mais vas-y, ce personnage subit beaucoup trop, quoi. » Et on ne sait pas si elle va s'en sortir. Et moi, j'avais peur pour ce personnage, quoi. Donc, j'ai eu envie que cet espace d'écriture, ce soit un espace de liberté et de renversement du pouvoir. Et que, en fait, dans le réel et dans les moments où elle essaye d'avoir des réponses, que ce soit avec Garance Fontaine ou même à Sciences Po, quand elle essaye de formuler des choses, ça se bloque, ça s'arrête parce que c'est pas cet endroit-là, quoi. Et avec Garance, quand elle pousse la parole, je pense que ça va avec l'emprise, quoi. Ça va avec le fait qu'elle ne lui donnera jamais de réponse, quoi. Et que du coup, Kayden doit chercher les réponses par elle-même et comprendre que c'est de l'emprise. Mais la lettre, pour moi, ça arrive beaucoup plus tard, tu vois. Ça arrive des années plus tard, quoi. Oui, c'est une espèce d'épilogue. Ouais, c'est ça. Mais justement, j'avais l'impression qu'en fait, l'écriture, c'est un peu à double tranchant, au sens où oui, c'est cet espace où elle peut exister, mais c'est aussi ça qui fait qu'elle va être happée justement par l'institution qui dit « Ah, toi, on croit en toi, toi, tu peux réussir. » Et aussi l'écrit qui passe par exemple dans les textos qu'elle s'envoie avec la prof, et qui est donc finalement une façon de refuser une certaine forme d'échange. Donc en fait, l'écrit est aussi un peu insidieux, quoi, à cet endroit, non ? Bien sûr, parce que je pense que là, ce qui fait que la relation d'emprise commence, c'est le fait que Kayden écrive et refuse justement de répondre à ce questionnaire. Donc ça part d'abord d'un élan de confrontation, en fait, parce que Kayden lui répond « Bah non, mais j'ai juste pas envie » ou « J'y arrive pas ». Et donc elle repère ce truc-là, quoi. Elle repère une faille. Mais Kayden va écrire ce texte aussi, tu vois, de présentation, et va lui faire lire. Donc elle va lui donner aussi quelque chose directement d'intime. Donc c'est vrai que ce lien-là, il est ambigu, tu vois. C'est à la fois c'est à la fois cette faille, et à la fois une reconquête de cet espace-là, tu vois. Et tout ce qui est de l'ordre de la communication par message, pour moi, c'est vraiment l'endroit du trouble, tu vois, l'endroit où, justement, où elle se fait complètement avoir, quoi. Où il y a un truc où justement, l'écrit, c'est son espace, tu vois. Donc, elle intègre, Garance Fontaine, elle intègre cet espace-là, quoi. Elle l'intègre au moment où elle reconnaît qu'elle aime écrire et qu'elle sait écrire, entre guillemets, et qu'elle la pousse à intégrer Sciences Po, alors que rien à voir l'écriture et Sciences Po, mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà, il y a un truc de genre, je vois que t'écris et j'ai envie que t'en fasses quelque chose, mais en fait, elle veut pas véritablement qu'elle en fasse quelque chose, puisque c'est pas vers l'écriture qu'elle la pousse, alors qu'elle est prof de lettres. Et ensuite, il y a
Ouais, il y a le fait que Kaiden va devoir se réapproprier cet espace-là et le garder pour soi, quoi. Et ne plus se faire trahir grâce à à cause de son écriture, quoi, aussi. Et c'est pas du tout déontologique Ouais. d'envoyer des textos à ses élèves Claire. Ni en les classe de déposer seconde ou en première. ça. Ni les déposer chez eux en voiture, non plus, non. Et justement, pour poursuivre sur la question de l'emprise, donc le roman ouvre sur Chantal Akerman, donc je cite, on détourne l'adolescent d'une compréhension totale des choses en limitant et imposant une prise de conscience qui se situe au niveau du psychologique et en occultant tout le niveau politique. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une articulation claire entre l'emprise de l'institution et l'emprise amoureuse, je sais même pas si amoureuse est le terme exact, mais en tout cas l'emprise au niveau de l'intime, sachant que Madame Fontaine la porte en elle-même, cette articulation politique personnelle de l'emprise, puisque elle a cette espèce finalement elle va utiliser Kaiden pour ne pas trahir son propre rêve à elle de réussite sociale. Donc, Tout à fait, c'est exactement ça. Il y a un miroir, en fait. Pour moi, le personnage de Garance Fontaine, c'est le miroir de l'institution, quoi. Il y a la figure du principal qui va lui dire, du proviseur qui va lui dire, bah, il faut vraiment nous faire venir les meilleurs, quoi, parce que là, ça fait plusieurs années que personne n'a intégré Sciences Po, et donc elle va déjà jouer ce premier jeu-là, d'avoir cette responsabilité d'aller chercher des gamins racisés des quartiers populaires pour qu'ils intègrent cette école et leur faire et ériger du coup Kaiden en modèle méritocratique, quoi. Et, et du coup, pour moi, oui, c'est à l'image d'un système, quoi. Cette enseignante, toutes les limites qu'elle va pas mettre, toutes les limites qu'elle va bafouer, et d'aller aussi, je pense, j'avais envie de montrer que ça peut aller très loin, que ça va justement jusqu'à ce qu'il y a de plus intime pour une adolescente qui se découvre lesbienne à un moment donné, quoi. Tu vois, d'aller... je pense qu'on peut parler d'emprise amoureuse parce que Kaeden est en construction, tu vois, et que du coup, le regard que cette enseignante pose sur elle, c'est tout de suite, ah, mais en fait, elle m'aime, en fait, tu vois, et l'idée de l'amour, pour moi, ça vient à la fois aussi questionner cette idée-là, quoi, l'idée de l'amour et ce qu'on nous fait croire que c'est à l'école aussi. Et ce qui est très beau, c'est que dans le roman, tu montres aussi beaucoup de formes d'amour. L'amour à travers l'amitié, l'amour à travers la relation avec la mère et avec la sœur, Shadi. Donc en fait, tu montres qu'il y a plein de choses qui existent autour du personnage de Kaiden, ce qui fait que c'est presque un personnage un peu multi-roman. Un roman, pardon, presque multi-personnage, désolée. Est-ce qu'il y a eu pour toi, avant d'écrire ce roman, d'autres sources, que ce soit des romans, des essais, la poésie, des films, des séries, de la musique, je sais pas quoi, des romans de désemprise enfin bien sûr, tu cites Chantal Akerman, tu cites Marguerite Duras. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres sources de désemprise? Moi, je pense que le livre de Vanessa Springora, Le consentement, il m'a beaucoup marqué. Après, je pense pas forcément dans la désemprise, mais je pense aussi au livre de Fatima Wassak, La puissance des mères, exactement sur la question des enfants racisés et à quel point, tu vois, justement, comment on va utiliser ces enfants et en fait ne pas jamais les voir comme des enfants, quoi. Donc pas forcément que sur la question d'emprise et de désemprise, mais en tout cas, je pense que c'est des livres qui étaient là quelque part quand je l'ai écrit, celui-là, quoi. Et alors là, c'est question littérature, c'est le moment littérature lesbienne, ok. Est-ce qu'on peut parler du détournement ou du démontage d'un schéma qui apparaît souvent dans la littérature lesbienne, si tant est que ça existe, la littérature lesbienne, à savoir la relation amoureuse prof-élève. Je pense par exemple, pour donner des exemples qui ne sont pas horriblement toxiques, je pense par exemple à La Bâtarde de Violette Leduc, je pense un peu plus proche de nous dans le temps à L'Évaporé de Wendy Delorme et Fanny Carello. Est-ce que jouer le jeu, c'est un démontage de ça, ou pas du tout ? Bah ouais, je pense. En tout cas, moi, c'est vrai que dans les représentations, enfin là, je pense aussi à la question de l'emprise, mais tu vois, de toutes ces représentations, là, je pense à cinématographique, je pense par exemple à le Loving Annabelle. Tu vois, tous ces trucs dans ces représentations où c'était genre super joyeux, super cool, super ok, ce genre de relation.
hyper romantisé en fait des relations de violence. Et je pense qu'en écrivant ce livre, il y avait un besoin de rétablir quelque chose à cet endroit-là, tu vois. En tout cas, de dire, là, il n'est pas question d'amour, là, il est question d'emprise. Et comme tu le disais, l'amour, il est ailleurs et autrement. Et là, je pense aussi au personnage de Soraya. Bon, c'est pas hyper clair qu'elles vont s'aimer, qu'elles vont vivre une histoire, mais bon, je pense qu'il y a des personnes qui l'ont lu comme ça. Je l'ai lu comme ça. Voilà. Et ça m'a fait grave du bien, parce que je me suis dit, bah, c'est ça que j'ai envie de faire exister, quoi, tu vois, de cette possibilité-là, quoi. C'est pas juste une histoire d'emprise et ça finit très mal. Non, c'est une histoire de réussir à capter que c'était une histoire d'emprise et qu'on peut quand même être aimé et aimer quelqu'un qui nous violente pas, quoi. Oui, ce qui est très beau dans l'apparition de Soraya sur la fin, c'est qu'en fait, et l'apparition de Soraya sur la fin et ensuite la lettre adressée des années plus tard à l'enseignante Madame Fontaine, en fait, et qui parle en fait d'avoir volé le premier amour, on se dit en fait Soraya aurait dû être le premier amour. Donc il y a quelque chose comme ça. Enfin, on se dit, je me suis dit, Soraya aurait dû être le premier amour dans un ordre des choses égalitaires en fait, et où il n'y a pas une forme de violence coloniale qui vient complètement pourrir la relation enseignante-élève qui devrait être une relation d'adulte à enfant. Exactement. Dans des conditions autres, quoi. Exactement. J'ai juste une dernière question. Alors, est-ce qu'il y a une chose à propos de ce livre que tu n'as pas encore dite et que tu aurais envie de dire maintenant ? Bah là, je pense que j'ai dit des choses que j'avais jamais dit. Et j'ai reçu des questions que j'avais jamais reçues, donc ça me fait trop plaisir. Non, je pense que j'ai envie de dire que c'est vraiment un livre sur la tendresse, sur comment, tu vois, comment réussir à aimer les siens, tu vois, de continuer à aimer les siens et du coup de s'aimer soi-même. Donc Fatima, tu es d'accord pour le conclure avec une lecture de la fin de Jouer le jeu, qui est donc une lettre adressée des années plus tard à l'enseignante Madame Fontaine par Kaiden. Écrire, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit. Marguerite Duras. Aujourd'hui, je connais l'amour, pour la première fois. Je me suis laissée tomber amoureuse de quelqu'un qui me voit vraiment, qui répond à mes questions et accepte mes silences. Sans elle, je n'aurais pas réussi à disséquer cette histoire, ni même à mettre en mots cette lettre. Il m'a fallu du temps pour apprendre à m'aimer, pour offrir mon amour, pour accepter d'être choisie, de choisir, d'être aimée. Au lycée, j'ai accepté de me laisser guider parce que t'avais l'air de savoir ce qui était bien pour moi. Ton regard disait 1000 mots, alors j'acceptais ton silence. Je me suis attachée à toi comme on s'attache à une figure d'autorité, au pouvoir, à l'impossible quand on est une jeune lesbienne dans un monde prêt à nous détruire. J'ai su que ce sentiment, j'allais le garder dans mon corps, pendant longtemps, dans mon corps d'adolescente plein de désirs. Je sais aujourd'hui que ce n'était pas une relation impossible. Même si c'est ce que tu voudrais que je me raconte. C'est pas ça, une relation impossible. Je sais ce que c'est de femmes qui s'aiment et que tout sépare. Je sais ce que c'est le mauvais timing, le désir suspendu, le soin à la place du mensonge, la douceur, la tristesse d'un amour sans histoire. C'est pas ce que tu m'as fait vivre, toi. C'est une histoire de pouvoir. Je crois que tu ne sauras jamais ce que ça fait de se faire voler son premier amour, de se faire voler son premier baiser dans la cour de récréation, le premier regard réciproque, tenir la main d'une fille de mon âge fièrement, avec qui j'aurais eu une relation d'égal à égal, sans ascendant, sans tabou, sans honte. Se faire voler son coming out à soi-même et aux autres, tu sauras jamais ce que c'est de commencer sa vie amoureuse comme ça, dans la honte dans le ventre, dans le cœur, tout le temps. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, Vanina. Radio Arson.